Teki Yokoso. Salut à tous. Bonjour. Bien le bonjour. Et bienvenue, effectivement, on a une nouvelle voix avec nous, un invité. Tout à fait. Bonjour Maxime Vatopoulos. Bonjour, comment vas-tu? Comment allez-vous? Eh ben ça va. Et toi? Super. Ça va. Très bien. Est-ce que tu es prêt à passer une heure de son japonais, de parler aussi de tes créations, de tes passions, de tes projets, etc. Oui, bon, on va surtout parler, je pense, de ce qui m'a inspiré, mais je vais pas ramener trop grand-chose que je fais. Mais Ouais, t'as amené 2-3 petites choses, un disque dur, un disque dur entier, dossier dans un disque vrai dur. gros dossier dans un disque dur. oui, Pour le c'est coup. ça. Mais oui, je suis prêt, sorti du lit un petit peu. C'est toujours dur le samedi matin. Ah, ouais. Compliqué. Ta tête te dit mais pourquoi tu fais ça? Exactement. Maxime Vatopoulos, donc compositeur, sound designer, DJ et animateur radio, puisque tu connais un peu les lieux, Radio Canu, tu connais, oui, mais je c'est pas dans connais. les mêmes horaires. Non, effectivement, c'est le jeudi dans le cadre du festival des Intergalactiques sur l'émission animée par Jal. Ouais. Il fait des bisous d'ailleurs, parce qu'il oui. doit être au four et au moulin là en ce moment. On c'est lui fait une des horreur. gros bisous, Ouais, effectivement. Il y a le festival qui démarre là, pas longtemps. Là, quelques je crois heures. même, ouais, quelques heures. Ouais, tout à fait. Enfin, il Et, doit déjà être sur le pied de guerre, lui. Ouais, complètement. Bah, je lui ai envoyé un petit message en lui disant finalement je serai là au festival. Il m'a dit ah trop bien. Et oui, non, c'est toujours un peu le branle-bas de combat juste avant. Bah, on lui dira aussi, on sera là. Ouais. Tout à fait. Mais oui, effectivement, du coup, chaque mois, j'ai une émission qui s'appelle la Crypte Sonore Du coup, c'est de la vulgarisation en fait de musique à l'image, de sound design, etc. On essaie d'aborder plein de sujets différents, jeux vidéo, cinéma, un peu politique aussi au sein du métier. Donc voilà. Ok. On précise 2-3 choses aussi. Bah alors du coup, tu me parles de la crypte sonore. En fait, on a déjà l'émission qui sert de support à la crypte sonore, c'est le congrès de futurologie. Donc tous les jeudis, on l'a dit, à 17h. Et donc, on peut dire que c'est une sorte de hors-série mensuelle du congrès de futurologie, c'est ça? C'est ça. On n'est pas sur le congrès de futurologie. Le congrès de futurologie, de futurologie, c'est vraiment Jal du coup qui reçoit différents invités. C'est lui qui anime l'émission, etc. Et un jour, il avait besoin d'un petit coup de main pour une émission, il savait pas trop quoi faire et du coup je lui ai dit tiens j'ai peut-être cette idée. Il m'a dit est-ce qu'on pourrait mensualiser ça en fait sur comme tu l'as dit du hors-série. Et du coup voilà, donc j'anime un peu l'émission et puis Jal aussi est là en support technique, mais on est effectivement en dehors du congrès de futurologie, mais ça se passe quand même dans le cadre du festival des Intergalactiques. Et j'ai jamais vu en vrai, j'allais être à ma place alors du coup à la technique. C'est ça, tout à fait. Ça marche. Où tu décryptes pas mal de choses. Alors la crypte, est-ce qu'il y a un jeu de mots par rapport à ça? Décrypter les sons et la composition? Il y a un petit peu ça. Puis moi j'aime bien ce concept un peu de crypte, de souterrain, de cave, parce que moi je passe énormément de temps chez moi à ne pas beaucoup sortir par moment. Oui, Et c'est pas réservé qu'aux pirates informatiques. Non, que c'est dans ça. le domaine dans lequel je bosse. Les bidouilleurs sonores aussi. Voilà. fait. Les compositeurs aussi, il faut comme ça. Exactement, à dormir très très tard, à se Voilà. décaler complètement. Donc, vous avez compris, il n'y a que moi qui sors dans la vraie vie. En fait. C'est ça. C'est ça. Et donc voilà, il y avait un petit peu cette idée-là aussi autour de cette thématique. Et donc voilà, c'est pour ça que ce nom a été choisi. On va parler d'autres choses également, puisque tu as tout un travail, en fait, toute une vie à côté de la crypte sonore, en fait, qui alors est reliée à ça, mais pas que, puisque du coup tu composes aussi de la musique de jeux vidéo, tu composes aussi pour toi, puis si ça te dérange pas, on peut même passer une de tes compos à l'antenne, quoi. Alors en ce moment, j'ai pas. En fait, j'ai plein de choses, mais par contre, par rapport à Muteki, justement, à votre émission, en fait, il y a énormément de choses qui m'inspirent dans la musique japonaise. Par contre, sur les projets que je travaille en ce moment ou que j'aimerais, que je trouve qui sont chouettes à montrer, j'étais plus parti sur d'autres styles d'inspiration, et donc je trouvais que c'était pas super pertinent en fait de montrer un petit peu tout. J'ai ramené. Pas de souci, c'est à ta convenance. On peut même carrément enchaîner là, parce qu'on va peut-être déjà commencer à mettre justement les petites bornes avec les thématiques dans l'émission. Si tu veux, on peut même commencer par une de tes premières influences et passer un premier extrait sonore si ça te tente. Ouais, carrément. J'ai un petit peu refait j'ai un peu réfléchi par rapport à tout ça. Et en fait, il y a les premières musiques de composition japonaise qui m'ont marqué, c'est dans les jeux vidéo. Bien sûr. Et notamment au niveau de la musique classique orchestrale japonaise. Et un des jeux qui m'a ultra marqué, c'est Dragon Quest 8.
L'Odyssée du roi maudit. Le 8 Oui, le Pourquoi 8, lui ouais. précis Alors pour le coup, ouais, je suis assez surpris. Pourquoi précisément celui-là? Parce que j'ai 25 ans et Parce du que t'es coup... vieux, Damien. non, c'est pas ce que j'essaie de dire. Mais non, le 8, en fait, c'est le premier Dragon Quest que j'ai découvert et c'est Ok. un des premiers jeux que j'ai fait où il y avait vraiment cette effervescence de composition japonaise avec... notamment, je t'ai ramené une petite musique qui s'appelle Remembrance qui a été composée par Koichi Sugiyama, RIP. Voilà. RIP. Et donc voilà, ça a été un peu une des premières expériences que j'ai eues et qui, je pense, m'ont fait me dire tiens, ce serait cool de faire ça un jour peut-être. Eh ben, on va commencer avec ça. Justement, Koichi Sugiyama. On a commencé avec. Alors voilà, on va quand même préciser avant de rembrayer Commencer. sur l'émission. Alors au programme, bien entendu, on a également une petite devinette sonore avec, bien entendu, comme d'hab, des Des génériques vieux génériques. japonais, mais de dessins animés que nous avons connus en France dans les années 80. Ouais. 80, 90, 70, 80, 90. Je crois qu'on couvre 70, les trois 80, décennies. 90. Il y en a un 70, c'est clair. Et justement, Et l'autre, non, plus raison. Ok, d'accord. Petit teasing également. Et puisqu'on parlait de compositeurs à qui on rend hommage, Koichi Sugiyama dans un instant, on a ouvert cette émission avec une drôle de chanson avec des overlays Ouais. de gens qui s'amusent avec des clarinettes et etc. Voilà. C'était Ryuichi Sakamoto. Mais justement, ce qui nous tenait à cœur, et on en a parlé sur les réseaux sociaux, c'est de parler de Ryuichi Sakamoto autrement que par... Les ailes données à Maz. C'est ça, tu veux dire? les quoi? Les ailes données à Missé? Non, c'est pas ça. Non, bien entendu, le dernier empereur ou Furio. Ouais. Merry Christmas, Mr. Lawrence. Ah, bien entendu, cette chanson-là. Hop. Oui, tu ça le ne veut cales. pas. Tu le cales. C'est celle-ci que tout le monde connaît forcément, qui a servi en quelque sorte de bande sonore au cliché ultime du Japon, avec donc tous ces gens qui vont sortir des grandes phrases en disant oh Japon entre tradition et modernité. Ouais. Un morceau qui est absolument magnifique, mais qui malheureusement justement est trop magnifique qui est tellement rentré dans le langage courant, dans l'imaginaire collectif, que finalement ça en devient une sorte de cliché, comme ceux qui jouent par exemple de ce fameux espèce de violoncelle chinois où en fait tu entends la Chine. Tu as l'impression, tu veux faire par exemple une transition dans une série télé ou dans un jeu vidéo vers la Chine, tu as toujours cette espèce de ersatz de violoncelle dont je ne connais pas le nom. Et en fait, tu veux aller au Japon et tu nous mets toujours cette transition, et là ça marche à chaque fois. Ouais. Là, tu peux faire en 3 secondes, tu es transporté au Japon, t'as même pas besoin de faire une narration autour de ça. Tu fais un vlog à Tokyo et tout d'un coup il y a un quête et là il y a que des plans. C'est ça. Que des images, Ouais. Tu prends des images clichés, genre les Sakura, tu prends Celui-là les s'appelle temples. Goodbye Mr. Lawrence. C'est ça. Merry Christmas, Mr. Ah, Lawrence. Mr. Lawrence. Ah, je crois Parce que ce matin. C'était le nom du film. en plus. Ce matin, c'est compliqué. Film qui Par contre, je te promets, il est intervenu dans Les ailes données à Maïs. donné à Miss. Ah ouais. Données à Missé. Ah C'est- bah, ok. Il a intervenu animation, dans la composition dedans. Carrément, Ok. c'est la classe. Mm. Il a aussi réalisé la BO du Dernier Empereur aussi, Oui. pour ceux qui ne le savent pas. Et il a collaboré avec plein de monde. C'est aussi un des pionniers de l'électro, on avait dit, avec le Yellow Magic Orchestra, dont on a passé quelques titres il y a quelques semaines, et dont on a un autre titre en attente, mais pour un autre focus qui a un petit peu complémentaire. Yellow Magic Orchestra avec Yukihiro Takahashi, qui est décédé aussi il y a quelques mois. On en avait rendu hommage avec une reprise de C'est si bon, tiré de son premier album qui s'appelait Sarava, en hommage au label français justement de Pierre Barou. Et du Yellow Magic Orchestra, il ne reste plus que Haruomi Hosono, qui à la base est l'instigateur du projet, mais du coup en fait il s'est mis un petit peu derrière, parce que Sakamoto en fait c'était souvent lui qui était à la voix. Et le groupe a duré jusque dans les années 80 avant de se reformer de temps en temps pour des concerts événementiels. Sakamoto, bien sûr, qui continuait sa carrière dans son coin, Hosono également, Takahashi qui était parti également sur une carrière solo. La chanson qu'on a passée il y a un instant, c'est Venezia. Pourquoi ? Parce que c'était tiré d'un vinyle que j'ai à la maison, qui s'appelle The Left-Handed Dream, et qui était réalisé en collaboration avec un producteur anglais qui s'appelle Robin Scott. Robin Scott, qui était le leader d'un groupe qui s'appelle M, rien à voir avec Mathieu Chédid, et qui a réalisé un
très gros single. En fait, en réalité, il a toujours été un peu derrière. Il a collaboré, c'est un ami presque d'enfance de Malcolm McLaren, par exemple, qui est à l'origine d'une grosse partie du mouvement punk, en tout cas qui produisait notamment les Sex Pistols, donc clairement un totem de la musique anglaise de ces 40 dernières années, qui poussait la chansonnette dans les bars avec David Bowie, qui a fait sa carrière, mais lui un peu plus derrière en tant que producteur. Et il a eu un gros moment de gloire en 79 avec Pop Music, qui est revenu en grâce en 2003 parce qu'il a été repris par U2. En 96, et ensuite il y a eu un remix en 2003, et U2 en fait a ramené à la vie ce single qui avait super bien marché mais qui a été oublié presque le lendemain. Et donc Robin Scott, à ce moment-là, on est en 81, donc on est au sortir de ce gros single qui s'appelle Pop Music, et il marche sur l'eau véritablement. Et du coup, il voit Sakamoto, il écoute le Yellow Magic Orchestra, il se dit mais c'est trop charmé ce machin-là. Et du coup, il l'invite à Londres et ils réalisent cet album ensemble. Plus encore, puisque ils ont réalisé en complément un petit EP qui s'appelle, alors l'album s'appelle The Left-Handed Dream, donc le rêve gaucher, et le EP s'appelle The Arrangement, avec la voix de Robin Scott. Sur certains tracks réorchestrés, retoilettés par les deux justement. Ils avaient commencé une première session de travail qui est devenue l'album, une deuxième session de travail avec des morceaux plus un petit peu réarrangés avec la voix de Robin Scott dessus. Et il se trouve que l'album, quand je l'ai acheté en brocante, je l'ai acheté pas cher. Je me suis dit c'est cool, un album de Ryuichi Sakamoto. Un deuxième vinyle dedans. Et en fait, c'était une édition visiblement un peu bâtarde. J'oserais pas dire collector, mais si j'avais un petit peu du sens du marketing, je dirais une édition collector, super rare. Mais en réalité, je pense que c'est plutôt une édition un petit peu bâtarde où en fait, en cadeau de ça, les gens avaient un deuxième vinyle avec ce EP qui s'appelait The Arrangement. Du coup, tu pensais avoir fait une trouvaille, t'en as fait une double. Mais j'en ai fait une double, c'est génial. Voilà. C'est la classe. Allez, on enchaîne. C'est parti. Maintenant qu'on a débriefé ce qu'on a entendu en début d'émission, on est parti sur de la musique de jeux vidéo. Dragon's Quest 8, Koichi Sugiyama Remembrances. Et c'est parti sur Muteki 0418 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez nous retrouver sur muteki-radio.fr. Et tout de suite là en live sur Twitch, sur Twitter, sur... Voilà, un peu et partout. on est ensemble jusqu'à 10h avec Maxime Vatopoulos, Elden Nebula. On peut t'appeler des deux manières. Oui, on peut tout à fait. Max, ça marche. Tout fonctionne. Allez, on est ensemble sur Muteki jusqu'à 10h.
aussi un petit peu atypique cette semaine, puisque du coup on n'enchaîne pas 2 titres comme on fait d'habitude. On est toujours en compagnie de Maxime Vatopoulos et donc là pour le coup on va pouvoir insister dessus, sound designer et compositeur pour le monde merveilleux du jeu vidéo. J'en sais quelque chose du jeu vidéo. Oui. Exactement. Déjà, première chose déjà, on parlait de la crypte sonore. Tu as une émission où tu parles de ça, où justement tu parles de ton métier et de la manière dont tu composes. Ouais. À retrouver bien sûr sur Spotify. L'émission elle est disponible sur toutes les grosses plateformes d'écoute. Ouais, c'est ça, sur la chaîne des Intergalactiques. Ou pendant 1 heure avec Jal, justement vous discutez de ça. C'est ça. J'ai quand même une question par rapport à ça. J'ai pas envie de dire comment tu composes, parce que là pour le coup c'est quand même beaucoup trop vague, mais une chose, parce que toi tu es à la fois à la composition et au sound design, ce qui sont 2 choses assez différentes, et tu nous expliques dans l'émission, je vous invite à la réécouter, justement la position que tu as par rapport à la narration de l'histoire. Mais toi en tant que compositeur et sound designer, comment tu te places? Est-ce que tu te places activement comme narrateur et tu agis musicalement comme la voix off qui va raconter l'histoire, ou alors tu te mets volontairement en retrait, tu vas juste illustrer ce qui se passe sans nécessairement intervenir? Alors ça va vraiment dépendre du type de jeu sur lequel on va se positionner, ça va dépendre aussi du format d'équipe sur lequel t'es, si t'es sur du jeu indé, si t'es sur du AAA, c'est bien différent. Pour toute la partie narration, en fait, ce que j'aime bien avec le métier de compositeur et sound designer dans le jeu vidéo, c'est que t'es amené à travailler avec tous les corps de métier un peu différents dans le jeu vidéo, donc avec les développeurs, les développeuses, l'équipe de narrative design aussi, où justement par rapport à ça en fait, ça fait partie de la direction artistique. En fait, c'est un parti pris de se mettre un petit peu en retrait au niveau de la musique, ou à d'autres moments que ce soit quelque chose d'hyper présent. Pour le coup, là, puisqu'on écoute de la musique de JRPG et qu'on est dans l'univers du Japon, le JRPG c'est un genre qui mélange assez bien les deux en fait, parce qu'on a énormément de phases de cinématique, de dialogue et des phases d'exploration. Et du coup, là, tu vas un peu réfléchir d'une manière différente. Faut toujours réfléchir, en fait, se mettre à la place de la personne qui va jouer au jeu, parce que c'est de l'interactivité et c'est pas linéaire comme média. Le jeu vidéo, il peut se passer plein de choses. Comme on le disait pendant la coupure, tu peux avoir tout d'un coup quelqu'un en fait, qui va rester pendant 1 heure dans une zone où c'est pas du tout prévu, et du coup, il faut que la musique... c'est ça. Faut que tu boucles. Et il faut que la boucle soit elle-même suffisamment longue et intéressante justement pour ne pas perturber la personne qui est déjà en galère en train de réfléchir à comment résoudre le puzzle du donjon en disant non mais encore cette boucle de 15 secondes, non mais les gars quoi. En fait, moi je suis pas spécialiste de musique en composition, par contre j'adore la musique. Je suis très sensible à ça, notamment les travaux qui ont été faits autour d'Octopus Traveler, le premier qui est super intéressant, et justement il parlait de cette partie boucle où il a expliqué, le compositeur, que c'était c'est challengeant en fait. De faire une boucle dans un JRPG où tu sais pas quel moment il va passer le dialogue, tu sais pas quel moment il va appuyer sur le bouton pour passer au truc suivant. Du coup, effectivement, le gros travail, je pense que c'est aussi le tien, c'est d'essayer de faire une boucle tout en restant intéressant, mais il faut quand même gérer le truc où quand il va arriver à la fin de la séquence de l'histoire, il faut passer à autre chose quoi. Faut que ça tombe au bon moment quoi. Oui, il y a des choses pour pallier à ça. Il y a un compositeur pour le coup qui moi m'impressionne vachement par rapport à ça, et je pense qu'il donne un peu une effluve, une certaine nouveauté justement à la composition de jeux vidéo. Alors il est français, il s'appelle Olivier de Rivière. En fait, lui fait un truc super chouette, c'est que tu vas être en phase d'exploration, et en fait son interactivité musicale elle est folle. Il a des sessions où il montre un peu ses sessions de travail, et en fait par exemple t'as un personnage non joueur qui va être quelque part, qui est assez important, et donc t'as une boucle assez standard et très écoutable pendant 10 minutes qui va tourner avec des nappes un peu sonores, quelque chose de très en retrait. Et en fait tu vas passer à côté de ce personnage qui est important, et là il va y avoir des violoncelles qui vont monter en fait à ce moment-là. Du coup tu vas dire tiens là il se passe un truc, etc. Tu vas y aller, tout d'un coup je sais pas, tu vas jeter une pierre qui va sur un amas de rondins ça va créer un éboulement, et ça va te débloquer un peu la suite de l'exploration. Et là en fait va venir se rajouter d'autres instruments sur la boucle, et en fait ça, toi du coup en tant que joueur ou joueuse, en fait en évoluant et en faisant une action, ça va développer la musique.
Et du coup, ça crée vraiment quelque chose de vachement immersif. Ouais, et du coup, ça devient du game design aussi. La musique te donne des indices. Exactement, exactement. C'est cool. Et ça, dans le JRPG, ça arrive un petit peu, mais c'est vrai que par contre, c'est en fait la notion du JRPG évolue un petit peu. On l'a vu par exemple avec Zelda, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom là, qui va sortir dans pas trop longtemps. Mais il y a aussi par exemple dans Final Fantasy ou ce genre d'autres jeux, on a encore beaucoup cette phase de exploration, combat. Exploration, et en combat on est au tour par tour, etc. Et donc là il y a d'autres musiques qui viennent, et donc voilà, par exemple ce qu'on a écouté là sur Dragon Quest 8, du coup on est dans une sorte de donjon un peu une ruine en fait, dans laquelle il s'est passé des choses un peu tristes quoi, et en fait cette musique elle dure 4-5 minutes. 6 minutes, ouais, quelque chose comme ça. Donc voilà, elle a été composée sur assez longtemps, c'est une symphonie, il y a plein de choses qui se passent parce que ça aussi, la musique orchestrale japonaise, moi ce qui me fascine, c'est ils sont super forts dans tout ce qui est thématique, dans les thèmes en fait. Ouais. C'est hyper présent. Et pour raconter une histoire dans la musique. Ils sont super forts pour ça. J'ai un très vieux jeu, surtout pour toi. C'est Anno 1404 où sans regarder le jeu, tu peux savoir où tu es sur la map. En fonction des zones, c'est un jeu où tu fais de l'exploration et tu as une partie Occident et tu as une partie Asie. Et en fait, Moyen-Orient. Même dans ces parties-là, je veux dire. Et du coup, en fait, tu as la musique qui évolue en fonction de l'évolution de ton peuple et en fonction de où tu te trouves sur la carte. C'est vachement intéressant parce que c'est vrai que j'y pense pas, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je le fais inconsciemment. Quand je dois passer d'un côté à un autre, ils ont une façon de passer de l'un à l'autre où ça coupe, mais ça reste. Ils ont pensé à la cohérence entre les deux pour pas que ça te fasse un choc non plus. Le seul choc que tu as, c'est quand tu tombes sur une bataille en mer et là, t'entends les bruits de canon mais ça coupe vraiment. Du coup, tu sens qu'il y a une rupture. Mais sinon, les deux musiques arrivent à se confondre à un moment donné pour que tu passes de l'un à l'autre sans que ça soit choquant. Mais tu vois, ça c'est de la notion justement d'interactivité dont on parlait juste avant, où en fait tu vas assigner des paramètres, toi, dans ton petit plugin d'intégration sonore. Et en fait, par exemple, quand tu vas passer d'un peuple à l'autre, en fait, tu vas du coup travailler avec l'équipe de développement, où ça va être en fait un effet. Tu vas passer d'un état à l'autre. En fait, ce changement d'état, tu peux lui assigner des propriétés musicales, des choses qui vont évoluer dans ta boucle musicale. Donc, par exemple, faire un fade-in ou un fade-out sur différentes musiques, ou sur des instruments, ce genre de choses, et des pistes qui vont rentrer, d'autres qui vont sortir, mais toujours une qui va rester en fait en fond, pour avoir justement cette impression que c'est la même musique et que tout évolue, parce qu'au final, tu peux percevoir l'expérience de jeu vidéo complète comme une seule et même musique qui évolue en fonction de tes actions. On va enchaîner peut-être sur un deuxième extrait sonore. Je finis juste aussi avec ça. Ça fait un petit moment que ça existe, parce que du coup, déjà Tetris sur NES avait des points d'entrée lorsque votre stack est beaucoup trop haut. D'un seul coup, vous avez une nouvelle musique qui apparaît, sauf qu'elle apparaît pas comme ça. Elle apparaît grâce à des points d'entrée qui sont mis tout au long de la boucle sonore du thème avec lequel vous jouez. Et c'est de manière très très organique. En tout cas, ça se fait de manière très très organique. Deuxième petit extrait, et puis après on passera peut-être au début. Alors, on parlait de thèmes super forts qui sont marquants un petit peu, et justement, ça te met dans des états où. Et donc, il y a dans un jeu vidéo pas très connu qui s'appelle Final Fantasy VII. Pas du tout. Il y a ce qu'on appelle les petits chocobos. Et quand tu montes sur un chocobo, les poulets géants. C'est ça. Et en fait, il se passe un truc qui a marqué des générations entières. C'est le thème musical qui a été composé par Nobuo Uematsu. Ouais. Et donc, on peut écouter celui d'FF7 par exemple. Exactement. Mais qui apparaît dès le FF2 en plus. Vraiment, c'est devenu la mascotte. C'est une mascotte sonore pour le coup. On pourra en parler. Ah, mais Chocobo, c'est une mascotte tout court. Allez, encore sur Muteki. Version un peu plus rock. Vieux rock années 60. C'est parti.
le thème que tout le monde connaît, effectivement, n'importe quel fan de FF7 aura reconnu, voilà, de FF en général, exactement, aura reconnu. Moi, je suis désolé, j'ai des références de vieux, ça me fait toujours penser, en fait, à l'intro de Cool Spot sur Super Nintendo. Je sais pas si tu connais ou pas. J'ai pas la ref. Tommy Tallarico, donc maintenant qui est devenu un paria du jeu vidéo avec son projet de console néo-rétro pour vieux américains quadragénaires, où visiblement il y a englouti toute sa fortune, mais auparavant, avant ça, c'était un compositeur de jeux vidéo génial et surtout un organisateur d'événements hors pair, puisqu'il est à l'origine, enfin c'est l'une des forces motrices du Video Game Live Orchestra. Et alors, pour ce qui est de l'intro de Cool Spot, jeu bien entendu honteux jeu à licence pour une boisson gazeuse américaine, eh bien ça donne ça. Voilà, on est vraiment sur mais on est sur la grille en fait commune à tous les vieux titres de vieux rock justement, où on a les enchaînements d'accords à la manière du blues. Donc on a la grille du blues mais en version vieux surf rock en fait, c'est un peu ça quoi. Oui. J'ai une question troll, justement, on parlait de musique justement bien faite. Est-ce que tu as des exemples toi en tête de contre-exemples, de choses qu'il ne faut pas faire au niveau sonore? Les choses qu'ils peuvent pas faire au niveau sonore. Genre, par exemple, des boucles de 15 secondes, mais ça c'était. On peut en quelque sorte, les vieux jeux de NES, on aime bien leur taper dessus parce qu'ils étaient faits avec zéro moyen et quelqu'un avait une seule personne derrière qui devait se construire soi-même son propre synthé in-game. Donc des fois c'est un petit peu dur, mais en même temps, des fois c'est mérité aussi parce que au niveau composition c'était de la fainéantise à mort. Mais il y a des fois où aussi tu te retrouves avec des nappes, non? Des fois où c'est juste chiant. Ouais, en fait, il faut déjà avant il y avait pas beaucoup de stockage, donc tu pouvais pas faire ce que tu voulais. Ouais. Et après non, sinon vraiment la chose à ne pas faire, je dirais, c'est de vouloir trop surcharger par certains moments. Okay. Et en fait de savoir, en fait de savoir rester dans ce que tu es en train de faire. Et en fait toujours se mettre à la place de ce que. En fait, faut jouer à ces jeux quand tu les fais. Faut jouer à ces jeux. Faut faire jouer tout le monde pour voir si ça passe. Mais en fait, une chose qui est très importante, moi je trouve en musique de jeux vidéo, c'est, en fait, justement, on parlait de narration, bien l'avoir en tête et savoir à quel moment, en fait, tu vas avoir, il faut qu'il y ait un moment fort et donc pour arriver à ce moment-là, en fait, il faut l'amener, tu vois. Et il faut un petit peu de silence à certains moments. Il faut qu'il y ait plus de tranquillité et il faut amener un petit peu cette chose-là. Parfois, la montée vers le moment fort est importante. Ouais, tout à fait. Tu dois préparer ça. La préparation est aussi importante, je pense, que le moment fort. Et du coup, comment tu fais des tests? Parce que du coup, je suppose qu'il y a des tests pour aussi les musiques, savoir si elles sont adaptées. Les retours, ça ressemble à quoi? Je veux dire, est-ce que les gens te disent la musique c'était trop fort, c'était trop brouillon? C'est quoi les retours que tu as en général? En fait, ça va dépendre. Alors, si tu es dans du jeu indé, tu fais beaucoup de salons, tu fais des présentations dans des bars, etc. En fait, tu fais jouer des gens au jeu et donc tu notes un petit peu les retours. Après, sur du AAA, sur des jeux qui ont plus de moyens, en fait, on a ce qu'on appelle des gens qui sont payés à tester les jeux et donc qui généralement font du développement aussi et donc en fait ont du coup des termes techniques à donner, ils vont faire attention justement un petit peu plus ces détails-là et tu vas avoir des gros feedbacks, des gros retours par rapport à ça. Après aussi généralement quand tu travailles t'es sous la direction d'une personne du pôle son donc qui va un petit peu s'occuper de tout ça, de la direction artistique sonore et donc t'as vraiment plein de choses différentes en fait pour te rendre compte de ce que tu produis. Et voilà, un petit peu. Je sais pas si j'ai réussi à faire le tour. Oui, donc c'est des gens qui connaissent déjà l'univers du jeu, qui connaissent déjà un minimum comment on monte un jeu, qui font les tests. C'est pas des gens lambda comme moi. Les deux sont très importants. C'est bien d'avoir aussi parce que les gens qui vont jouer au jeu, c'est pas forcément des gens qui travaillent dans les jeux et en fait il faut qu'on parle à tout le monde. C'est bien d'avoir les deux retours, c'est surtout très important d'avoir les deux retours et c'est très important d'avoir le retour de personnes qui n'ont jamais produit de jeux vidéo. J'allais dire justement, quand on est trop le nez dedans, on finit par être des fois même perfectionniste. Perfectionniste ou peut-être dans les références trop méta en disant ça me fait marrer alors qu'en réalité le reste du monde battra les et ils le verront même pas. Les steaks. Oui, effectivement, ils le verront même pas en plus. C'est dommage. Du coup, mais vous avez pas vu ma référence, vous êtes trop nul. Non, j'ai juste que tu l'as mal expliqué. Voilà. Mais bref,
Est-ce que tu as regardé des dessins animés dans les années 90, 2000, voilà, c'est ça. Ouais, alors moi, est-ce que tu as des références? Parce que du coup, on va passer aux petites devinettes de Léo. Alors, moi, j'ai regardé. Moi, je suis plus issu de la génération Naruto. Ouais, voilà. Ah oui, normal. Et après. Pokémon, Naruto. Ouais, voilà. Après, Digimon. Bleach, Digimon, ouais. Code Lyoko. Ouais, Code Lyoko. Code Lyoko, voilà. Voilà. Après, j'ai des rêves bien sûr parce que surtout ma mère en fait qui elle est plus née, enfin elle a grandi avec Albator, ce genre de référence là, et je me suis intéressé du coup quand même vachement à tout ça. Mais c'est vrai que moi du coup j'ai plus, il y avait aussi Détective Conan, Initial D aussi qui passait à la télé. Ouais. Voilà, ce genre de choses. Ça t'a inspiré ou pas, ça aussi? Ça fait partie de tes inspirations ou... Ouais, carrément, ouais. Voilà, parce que t'as plutôt été réceptif aux jeux vidéo, non, au contraire? Ça fait vachement partie de mes inspirations parce qu'encore on a des thèmes super forts, tu vois, dans les openings d'animés. Et après, après par contre c'est plus, tu vois, de la musique que je vais écouter au quotidien, qui va m'inspirer sur la composition, etc. Par contre c'est pas une musique que je vais... en tout cas où je me dis tiens je vais faire ça. C'est pas un genre musical parce que généralement c'est quand même des formations de 4-5 personnes, tu vois, genre des groupes en fait. Par exemple t'as Maximum the Hormone avec l'opening de Death Note, moi qui est un de mes groupes préférés de métal. Ils font plein de trucs différents. Et non, après par contre si c'est pas la même chose composé par un animé. C'est pas du tout la même chose. Et après par contre si les animés ça par exemple là je suis en train de me refaire tout Naruto, j'en suis à Shippuden, j'en suis à l'épisode 400 je crois. En plus je fais les épisodes filler et tout, un peu leur série. Moi vraiment je me mange tout quoi. Je les ai tous faits, t'en as pour un moment. Mais du coup en fait c'est intéressant aussi de voir comment ils composent la musique pour un animé, parce qu'un animé des fois il y a énormément d'épisodes et donc il y a des musiques qui reviennent souvent. Et ouais non c'est quand même chouette aussi. Ça m'intéresse aussi beaucoup, mais on va dire c'est pas quelque chose que je reproduis. Ok. Et puis, pour le coup, c'est vrai que dans Naruto, t'as quand même des phases où t'as des gros combats et qui durent assez longtemps, donc genre t'as des 20 musiques. épisodes. Voilà, t'as des musiques qui vont avec, et t'as des musiques où tu vois soit un personnage tout seul, qui vient de perdre des amis ou autre, et tu passes d'un extrême à un autre. Des fois. Eh ben on va pouvoir enchaîner, mais justement on va passer non, pas d'un extrême à un autre. C'est deux animés mignons. Ah, tu les as reconnus alors? Ouais, je les ai reconnus direct. Okay. Donc je ne jouerai pas avec vous. Mais par contre, Laurent, du coup, sur toi. Voilà, Laurent, on compte sur toi avec donc le premier. Alors, tu veux commencer par celui qui commence? Ce que tu veux, puisqu'on va enchaîner les deux. Ok, ça marche. Alors c'est parti. Premier générique. Donc c'est parti. La petite devinette de Léo. On rappelle le principe de générique japonais de séries animées que vous avez connues dans les années 70, 80, 90 ou plus tard par le biais des rediffusions. Ou les parents, bien entendu. Voilà, on en parlait juste à l'instant. Et on est ensemble encore jusqu'à 10h avec Maxime Batopoulos, Elden Nebula, si vous le connaissez aussi, sous son nom de compositeur désormais. On peut peut-être en parler un petit peu quand même, un petit peu après. Et j'arrête de me prendre les pieds dans le tapis et je lance la chanson. Ce sera quand même beaucoup plus simple.
Muteki, l'émission préférée des méchants. Tic-toc, tic-toc. Est-ce que ça, c'est Est-ce pas que un ça vous indice mettrait pas sur la voie? Est-ce Tic-toc, que c'est tic-toc, pas un indice? En plus, à Pâques. Surtout. T'as bien choisi. T'as vu? T'as bien T'as choisi. vu TikTok. TikTok. Et à Pâques. Et en plus, il faut savoir que les images du générique japonais, donc de cette chanson, c'est exactement les mêmes que le générique français. Donc au moins, D'accord. au moins, ça aide. Et le TikTok, donc, est un indice si vous connaissez le générique français. Non, mais c'est là, on joue à pyramide. C'est En vrai. deux. En deux briques. s'il vous plaît. En deux briques. Bon, on va quand même me donner réponse parce qu'il reste peu de temps. Juste à l'instant, c'était. C'était, le titre original s'appelle Fushigi no Kuni no Alice. Donc, Donc en c'est français. Alice au pays des merveilles. La Exactement. vieille série des années 80. Le titre, c'est Yumemiru Wonderland de Tarako. Donc ça, c'est la deuxième. C'est le dernier qu'on a passé, effectivement. Et le Ouais, générique ça me français. parlait, ouais. Et le suivant. Et le premier, du Attends, coup, attends, le premier attends. extrait. Ouais. Le générique Il l'a, français, il tant l'a, qu'à il faire, l'a. je l'ai. Je m'appelle Alice, j'ai le cœur rêveur, j'imagine en esquisse un monde de bonheur. Très 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 80s en plus, avec Complètement. la boîte à rythme Ah ouais, ouais. vraiment de l'époque, quoi. Ah ouais. C'est une capsule temporelle, ce truc là, et c'est un des génériques, je pense un de ceux que je considère les plus réussis et les moins, comment dire, balancés comme ça à la tronche des gamins, parce qu'il fallait un générique, quoi. Celui-ci était travaillé pour le coup, Ouais. C'est avec pas Azoulay. Stéphanie Barr, mais qui n'a fait que ça pour le coup. Qui a fait que ça. Bah, elle devait être jeune. Hein. Ah, elle était toute jeune, Ouais. effectivement, oui, tout à fait. Et l'autre alors, du coup, L'autre est beaucoup plus vieux. Le titre original, c'est Spoon Obasan. Spoon. Et donc Spoon doit vous aider si vous avez vu la série. Chanté par Mari Ijima. Et le titre, c'est Yume Hiro no Spoon. Et là, alors là, ouais, Spoon, c'est un Ouais. indice, mais il faut vraiment avoir vu la série. Moi, je kiffe l'opening, enfin le générique français. Gros bisous à Praline d'ailleurs pour le coup, Exactement. qui l'a cosplayé, mais il y a Il y a très 15-20 ans, c'est quelque ça. chose comme ça. Le titre français, Un c'est... cartooniste. Tu as la musique ou pas? Oui. Vas-y, lance. Attention, c'est parti. Et ils vont le dire hein, dans un instant.
c'est une magical, très vieux. mais c'est une magical grand-mère. Magical grand-mère. Voilà. Donc c'est Madame Pepperpot, pardon, qui est une série très mignonne. Enfin moi je m'en souviens parce que j'étais très petit. Alors, Ouais. moi, je ne m'en souviens pas, absolument aucun souvenir, mais j'ai dû effectivement l'entendre parce Ah oui. que je connais le générique. On a entendu Voilà. chez Tsubasa à l'époque. C'est-à-dire que Ok. quand j'ai commencé les conventions, j'avais 14 ans à peu près. Et du coup, je me suis retrouvée avec des trucs que je ne pouvais jamais avoir écoutés parce que je n'étais pas née en fait. Et je vous invite justement à regarder, alors du coup, une autre émission, puisqu'on joue collectif aujourd'hui. On parlait de la crypte sonore avec toi, justement, Maxime, puisque tu l'animes une fois par mois, avec Jal, justement, des Intergalactiques. Là, qui ont fait des bisous et qui ont souhaité bon courage. Ouais. clair. Oui, clairement. Prends du café, toi. On vous invite également à regarder la chronique Anisong, également faite par j'ai son nom sur le bout de la langue. Je suis désolé et du coup il va me maudire sur 40 générations. Mais je lui fais quand même des gros bisous. Mais voilà. Ah non, hein, tu te débrouilles, il faut que tu Anisong trouves. avec donc un portrait de Janice Mabry, donc qui est une américaine, visiblement d'origine vietnamienne, et qui donc du coup est venue chanter en français pour le coup. Alors pas du tout en phonétique là pour le coup, en français, mais on sent l'accent un petit peu comme Elfie pour la chanson de Tom Sawyer, Oui. qui est aussi une franco-américaine. Donc Madame Pepperpot. J'ai une petite question pour Maxime. Oui. Est-ce que Dis-moi. ça t'est déjà arrivé de travailler avec des personnes où tu te dis waouh, ou d'avoir des adaptations? Par exemple, j'ai pensé à Cécile Corbel quand elle a envoyé sa maquette à Ghibli pour Arrietty et qu'on lui a répondu. Elle s'attendait pas du tout à ça. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, De travailler sur des projets qui t'ont plu ou avec des artistes qui t'ont marqué, quoi? Moi, le dernier projet qui m'a vachement marqué, c'est de travailler, mais du coup, rien à voir avec le jeu vidéo, mais c'est de travailler sur la Fête des Lumières à Lyon. Du coup, sur ce qu'il y avait à la place des terreaux, avec le studio Inouk. Du coup, les Anouki, c'était vraiment une dinguerie. Ah bah oui, C'est clair. clairement, c'est la C'est une classe. dinguerie. Les petits Esquimaux, hein, Ouais. si vous connaissez Ah oui, pas les Anouki, Ah, il faut Les regarder. Lyonnais connaissent. avec la chanson. Même les non-lyonnais. Moi, j'ai kiffé les Anouki, moi. Olivier Fallet pour animer son... Non, Alexandre Rosier. Et justement, je fais mes excuses à Alexandre parce que du coup, j'avais son prénom sur le bout de la langue. Son nom de famille, je l'avais, mais j'ai plus son prénom. Donc désolé. Oui, les ouais, Anouki, voilà. Et du coup, j'ai pu taffer avec. Du coup, c'est David et Mouetou qui sont derrière le projet et c'est des gens super en fait et c'était vraiment cool de travailler avec eux là-dessus et Pour les Fêtes des Lumières en plus. ouais, voilà, pour la Ouais, Fête des Lumières. Et t'es du coup, lyonnais. ouais. Et en plus, en même temps, enfin, je viens pas de Lyon, mais du coup, j'y habite depuis un petit Oui. moment, donc c'était quand même cool. En plus, à côté de ça, avec les Intergalactiques, on était sur ce qu'on appelle la nuit cyberpunk, une soirée qui est au Grand Zéro. Donc c'était vraiment c'était le sprint, mais non, sinon, ça m'est encore jamais arrivé de travailler avec. Peut-être un jour, je travaillerai avec genre un petit call de Nobuo Uematsu qui me dira ouais tiens, T'es disponible? je Oui. pensais à ça là. Il était pas en concert avant-hier, faut l'appeler là, il est en France là techniquement. Non, j'ai pas encore. Après, j'ai travaillé avec des personnes qui sont pas, on va dire, qui ont pas une popularité énorme, mais Mais qui sont connus dans le métier, c'est ça? ouais, ou qui ont en tout cas qui m'ont beaucoup, moi Influencé. qui m'ont beaucoup influencé. Ça m'a. Enfin, je suis très content de travailler avec ces personnes-là, quoi. Souvent, on connaît sur les jeux vidéo, ce genre de choses, on connaît les chara designers, mais c'est vrai que les gens qui sont plus à la musique sont plus des gens de l'ombre, en fait. On connaît leur travail, mais on connaît pas forcément le nom ou le visage qu'il y a derrière. Oui, tout à fait. C'est vrai. Il y a que les très gros qu'on connaît, mais Ouais. sinon, mais il y a de plus en plus quand même. Il y a de plus en plus de compositeurs qui commencent à être connus. Enfin, qui Ils sont mis en avant. Ouais, et puis surtout, après, les très connus, effectivement, genre Soken pour FF14 ou même Hiroyuki Sawano. Soken, je l'aime. Soken, Il a composé d'ailleurs, il a le Guinness, enfin il est dans le record. Oui. Attends, il a composé, je crois, c'est 483 morceaux pour FF14. Ouais. Ah, juste pour FF? Ouais, juste pour faire Pour FF14. celui-là. Parce que juste c'est un pour MMO, le hein, 14. donc Ouais. c'est un MMO, donc Ah oui, quand ça même. fait 10 ans qu'il compose dedans. Mais c'est l'œuvre de sa vie, hein. Il a failli Ouais. il a laissé sa santé, Ouais. il a eu une opération, il est revenu sur scène, il a fait une interprétation d'un de ses propres titres qui s'appelle Lai, qui est vraiment super drôle. Avec et, Tomaton. ouais, et puis il y a C'est Yoshi P, du coup, le producteur de FF14, qui pareil
c'est son doudou, c'est le jeu de sa vie. Ce sont des passionnés, de toute façon, ils vivent pour ça, oui, certains. tout à fait. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'on a quelques news avant de se quitter? On a juste ce qu'il faut comme temps. Alors, en fond sonore, j'ai mis volontairement une de tes compositions. Est-ce qu'on peut y mettre quelques secondes quand même? Celle-ci est la dernière en date. Elle est sortie il y a un mois, c'est ça? Ouais, alors c'est pas la toute dernière. La toute dernière, c'est de la techno hyper pop un peu trop barrée là. Je l'ai vu passer, mais alors du coup, j'ai pas pu l'épingler, tu sais, pour l'émission, pour mettre quelques petits effets sonores, mais pour le coup, je sais pas. Ça, effectivement, du coup, c'est un projet que j'ai eu sur Elden Nebula. Du coup, en fait, c'est mon projet personnel artistique de musique électronique, qui s'appelait Lost Files, où en fait, c'était un peu compiler des choses dont j'ai jamais rien fait pour en faire de la musique. Et là, pour le coup, c'était, je viens de Haute-Savoie, j'avais tourné des plans un peu divers là-bas, et j'avais composé une musique d'ambiance pour tout ça, et c'est un projet que du coup j'ai décidé de terminer là assez récemment. Du coup voilà, c'est ce qu'on est en train d'écouter là maintenant. Allez, quelques petits extraits. Quelques petites secondes d'extrait, malheureusement, parce que du coup le temps nous file. Mais c'est vraiment bien parce que t'entends un bruit qui ressemble à des pas dans la neige. Fort, balèze. Ça, et puis. Balèze. Et l'aérien, tu as l'impression que tu voles. Ouais. Parce que t'as l'effet réverb. C'est trop bien. C'est là qu'on a fini par passer. Je suis pas fort en composition, mais j'écoute. Moi, je suis beaucoup plus terre à terre. Il l'a mis hier après-midi, après que j'ai fini le boulot. J'étais posée dans le canapé et j'étais là. Je suis bien là. Préparation de l'émission, c'est ça. Non, mais super la composition. Merci beaucoup. Franchement, cool. C'est très gentil. Alors du coup, on se quitte avec quelques petites news. Je vais faire très vite. Voilà. Le pauvre. Ça fait Premièrement, demain sort la nouvelle saison de Demon Slayer, pour ceux qui kiffent Demon Slayer, donc le nouvel arc. Kimetsu no Yaiba. Voilà, exactement. L'arc du village des fabricants de sabres. Ensuite, pour vous dire, j'ai pas mal de news. Saison 2 de Spy Family, on attend tout ça en octobre. C'est un peu loin encore, mais c'est octobre. Pour info, Rumiko Takahashi, très connu pour avoir fait Ranma Me, tout ça, est décoré du chevalier de l'ordre français des arts et des lettres. Ça y est, depuis quelques jours. Keiichi Ichigawa, animateur d'Exploits de qualité, va venir à Japan Expo, en plus de Tsukasa Ojo. Oui, parce qu'il y a déjà Tsukasa Ojo pour Japan Expo. Oui. Donc Keiichi Ichigawa qui est l'animateur sur One Piece, Senseiya, tout ça. On a parlé de ça. Et puis 2 adaptations et des dates du coup précises. Captain Tsubasa, la nouvelle saison, arrive durant l'automne 2023. Et Rurouni Kenshin, nouvelle adaptation, la énième adaptation de Rurouni Kenshin en animé, donc en version télé, sortira également au mois de juillet. Voilà. Et puis pour les fans de webcomics, Solo Leveling a fait son premier trailer. Bon, il n'y a pas grand chose. On sait juste qu'il arrivera l'hiver prochain et sera produit par A1 Pictures, ceux qui ont fait Kaguya-sama, Nier Automata, Licorice et Recoil. Donc voilà. Je vous parlerai de Koshien et de sport la semaine prochaine. Ouais, pareil aussi, parce qu'on a les demi-finales du basket chez les filles également. Oui. Et petit rappel, si vous voulez nous voir, c'est la semaine prochaine, rue de l'Université, pour un atelier pixel art à la FK Bar. Et pour les Suisses, je serai à Polymanga aujourd'hui seulement. Je pars tout de suite derrière. Faites un petit coucou à Léo si vous le croisez, et voilà. Et dernière chose également sur la web radio de Mouteki, désormais le dimanche à 15h, c'est 1 heure entière de générique français. Oui. Voilà. Ça y est, c'est fait. En mode récré, en mode doudou, avec un bon vieux tang, un pain au chocolat, etc. Enfin voilà quoi, vraiment le truc à la manière des années, des génériques des années 80. Voilà, on passe des génériques des années 80 pendant 1 heure. C'est la concession qu'on fait pendant 1 heure, parce que du coup d'habitude on passe que du japonais. C'est vrai que c'est un petit peu plus. Il y en a qui font ça mieux que nous. Je veux dire, on va pas s'amuser à leur faire concurrence, mais un petit clin d'œil quand même. Mais il en avait marre que je les écoute dans ma playlist personnelle sur mon lecteur. Du coup, il partage. Du coup, c'est aussi pour... Oui, effectivement, c'est pour toi. Clairement, voilà. Oui. C'est pour moi. Tous les dimanches à 15h sur la web radio de Mouteki, mouteki-radio.fr. Maxime, on peut te retrouver sur quel jeu? T'as quoi comme projet? Là, pour l'instant, sur une page Itch.io, j'ai pas mal de projets. Je parlais de Game Jam, ce genre de choses auxquelles j'ai participé. Ouais. Des projets un peu plus conséquents. Sinon, après, comme je le disais aussi, mais c'était en off, quoi. Ça fait un petit moment que je fais surtout du média linéaire, un petit peu. Donc après, on peut retrouver tout mon travail sur maximevatopoulos.com et ainsi que sur les plateformes de streaming. Il y a un Spotify maintenant pour Elden Nebula. Ah, cool. Il y a aussi un SoundCloud, et donc Elden Nebula, pour rappel, c'est mon projet de musique électronique. Et après, Maxime Vatopoulos, c'est vraiment là où je vais plus compiler du coup les projets de composition pour
du cinéma, des jeux vidéo et ce genre de choses. Et justement, on se quitte avec quoi? Qu'est-ce que tu aurais envie pour achever cette émission comme il faut? On pourrait s'écouter un petit Kodili, tiens, je t'en avais parlé à la FK, c'est une musique, c'est du rock, funk, il y a plein de choses, c'est japonais et c'est incroyable. Et donc c'est une musique qui s'appelle Who I Ni, qui s'appelle Je t'aime, donc il y a un titre chinois et c'est une musique chantée en japonais. Et c'est pour ça que tu m'as donné le titre uniquement en idéogramme. Tout à fait. Ouais, c'est volontaire alors du coup. Oui, bon non, en fait c'est juste que c'est le titre qui est comme ça. Mais c'est volontaire, je pense, de la part de Kodili. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est une musique qui est trop bien et qui parle d'amour de manière assez rigolote, où un temps partiel, ça prend trop de temps dans une relation amoureuse. C'est vrai. Donc, voilà. Faut quand même, faut se décider à un moment donné, quoi. Merde. Allez, merci beaucoup, Maxime. Merci de m'avoir reçu, c'était super cool. Et donc on te retrouve sur Canu, sur cette même antenne, tous les mois pour la crypte sonore le jeudi. Peut-être pas le mois d'avril avec les intergalactiques. Oui, le mois d'après. Peut-être un petit peu surbooké, je sais pas pourquoi. Voilà, donc ce sera au mois de mai. Merci. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci encore, portez-vous bien, vive le son japonais. À la semaine prochaine.なんかもうしてらんない